Vous écoutez Pierre Nantel. Alors, arrive le temps des fêtes, peut-être le temps de faire une excursion, changer de ville, aller à Québec peut-être. Puis à Québec, bien évidemment, il y a le musée de la civilisation qui est là. Et ils ont une exposition bien particulière dont on a vu quelques photos récemment sur les foules, le comportement humain, disséqué par une exposition interactive. On en discute avec la chargée du projet en question, Caroline Lantagne au musée de la civilisation. Bonjour, Madame Lantagne. Bonjour, ça va bien? Ben, ça va très bien. Puis c'est très intéressant de voir l'angle de cette exposition-là qui a été initiée, je pense, à Paris il y a environ 2 ans. Dites-moi, comment vous résumeriez-vous l'expérience pour quelqu'un qui se présenterait au musée de la civilisation dans les prochains jours? En fait, l'expérience, elle est double. C'est vraiment l'intérêt de l'expo, c'est d'abord de se plonger dans la foule, parce que dans le fond, on parle des foules comme laboratoire humain, mais les gens qui vont venir dans l'exposition vont se retrouver aussi dans une foule, en quelque sorte, mais vont s'en extraire un peu aussi, vont prendre un pas de recul pour l'observer un peu comme un foulologue amateur, parce que vous l'avez dit, elle est interactive, cette exposition-là, donc elle va permettre de décortiquer quels sont les mécanismes à l'intérieur de la foule de toutes sortes de manières, par des interactifs numériques, des projections, des jeux, presque des jeux de table, même un karaoké qu'on appelle la synchronisation musicale. Et de cette manière-là, en fait, on va permettre aux gens de un peu transformer leur perception qu'ils ont de la foule, qui, on le sait, en tout cas, est généralement plutôt négative, voire on a l'impression que les foules sont dangereuses, etc. Et on va comprendre d'où vient cette perception-là. Et en fait, tout ça va nous permettre de voir que c'est beaucoup plus positif, qu'il y a beaucoup de choses en jeu et plein de sciences qui viennent nous aider à comprendre les comportements humains à l'intérieur des foules. Mais c'est effectivement le grand défi pour expliquer l'intérêt de cette exposition-là, c'est qu'on part avec immédiatement qui dit foule, dit pense à des événements où il y a des gens qui ont été piétinés, des gens qui ont comment on appelle ça, l'agoraphobie. Est-ce que au point de départ, c'est volontaire chez vous d'avoir organisé une thématique, entre autres au niveau du Festival d'été de Québec? Parce que si il y a un endroit où on sait qu'il y a maintenant de très grandes foules avec des points d'accès très précis, somme toute limités, c'est bien sur les plaines d'Abraham pendant le Festival d'été. Oui, tout à fait, vous avez raison. En fait, il faut savoir, comme vous l'avez dit, l'exposition a été produite initialement à Paris. Nous, on l'a adaptée pour notre musée, notre public. On a donc voulu faire des clins d'œil aux événements auxquels on pense spontanément quand on parle de foule. Dans notre expo, c'est le festival d'été. Mais bon, on a adapté d'autres contenus. Mais cet élément-là fait référence aux foules très denses. Alors, je dirais ici, en fait, que l'expo où c'est structuré selon la densité des foules, et c'est ça qui est important à comprendre, parce que c'est ce qui donne la clé, je dirais, pour comprendre quelles sciences viennent nous aider à comprendre les foules, parce que on va donc d'entrée de jeu expliquer quels sont les différents types de densité et à quel moment ça devient dangereux? Alors, ça devient dangereux au-delà de 5 personnes par mètre carré. Vous l'essayerez, là. Faites-vous un espace d'un mètre carré, puis entrez à 5 personnes là-dedans. Vous allez voir que c'est déjà assez inconfortable de type métro très tassé. À 7, on a de la misère à respirer, puis 9, c'est mortel. Okay. Donc, à partir de ces barèmes-là, on découvre, par exemple, dans notre première zone où on parle des foules compactes, justement parce que l'expo commence avec les foules très denses et va s'en aller jusqu'aux foules les plus distancées en ligne, par exemple les foules numériques. Donc, effectivement, dans les foules très denses, là où on peut avoir des craintes, on va découvrir, grâce aux travaux et à une vidéo très très sympathique d'un chercheur qui s'appelle Mehdi Moussaïd, comment on peut les étudier, mais aussi, ça nous donne, je dirais, les trucs pour comprendre qu'est-ce qu'on doit faire dans ces espaces-là, dans les foules comme le festival d'été, dans les salles de théâtre. Alors, on comprend que on peut placer des obstacles, parfois ce qui est contre-intuitif devant une sortie, mais pour s'assurer de faire en sorte que, oui, effectivement, le flot de personnes va mieux s'écouler. On a une espèce une guérite ou un poteau. OK. Ah ouais. Oui, en fait, vraiment pour séparer les personnes qui sortent, pour éviter un bouchon, si on veut, parce que là, il va y avoir beaucoup de pression et plus personne ne peut passer. C'est l'idée de, comme Mehdi Moussaïd l'a dit dans sa vidéo, slower is faster. Donc, à vouloir aller trop vite, parfois, on bloque, alors que tranquillement, si les espaces sont mieux conçus,
ça c'est permet... drôle, l'image qui me vient, c'est comme une bouteille de ketchup, là, que ça sort pas, de coup, c'est comme tout est arrivé en même temps dans le goulot. Dites-moi, oui, par contre... Exactement. mais dites-moi, au Québec, en particulier, moi, j'ai souvent entendu, j'ai eu la chance d'aller souvent voir des spectacles à l'extérieur au Festival de jazz à Montréal, par exemple, et on nous a souvent dit, les artistes disaient souvent que c'était merveilleux de voir des foules aussi compactes et denses, sans qu'il y ait d'escarmouches. Est-ce que les foules sont différentes, ont des caractéristiques différentes? Est-ce qu'une foule, je sais pas moi, de Scandinaves avec des skis de fond, est-ce qu'ils sont différents d'une foule de hooligans britanniques dans un match de soccer? Ben, en fait, c'est intéressant votre question parce que à la fin de l'exposition, on a un film qui s'appelle La mauvaise réputation et qui fait dialoguer la foule avec des spécialistes qui l'ont étudié. Et ce qui ressort, entre autres, d'études qui ont vraiment analysé, par exemple, le comportement des gens après des drames comme le World Trade Center à New York, le Bataclan à Paris, là où il y a vraiment quelque chose de dramatique qui s'opère et qui on pourrait imaginer des gens qui se précipitent dans les sorties, qui se bousculent, etc. Et en fait, ce qui ressort, c'est que les gens, dans ces situations-là, ont plutôt tendance à s'entraider. Et que s'il n'y avait pas eu cette entraide, il y aurait eu plus de victimes dans ces situations-là. Donc, en fait, ça réfère beaucoup à la solidarité qu'on peut retrouver dans un groupe, dans une foule. Ça réfère à l'intelligence collective des foules. Et c'est très logique parce qu'en s'entraidant, on va, en fait, pas juste s'aider soi-même, on aide les autres et ça va faire que tout le monde va mieux aller. Donc, ça nous permet de comprendre que on est tous dans le même bateau, là. Oui, c'est ça. Et que contrairement aux images catastrophes qu'on voit dans les films, ben c'est pas exactement comme ça que ça se passe. Dites-moi, est-ce que vous parlez de l'intelligence des foules? Honnêtement, vous allez loin, on voit que vous êtes familière avec le thème, puis ça donne envie d'aller voir de quoi vous parlez, parce que l'intelligence d'une foule, c'est pas une association de mots qui m'apparaît naturelle ou en tout cas immédiate, mais est-ce que ça fait référence un peu à notre instinct grégaire, un peu animal? Je veux dire, les animaux sont en troupeau, entre autres, pour se protéger. Est-ce que c'est un peu comme s'il y a une seconde nature qui apparaît dans une situation comme celle-là, où une grande foule doit vider un lieu et il n'y a pas de bousculade parce que c'est naturel, on se dit, ben là, on est en groupe puis on va suivre une espèce d'instinct animal qu'on a? Instinct animal, je ne sais pas, mais en fait, on est des bêtes sociales. Ça, c'est sûr. On vit en société, on a besoin des autres. On ne survit pas seul. Ça, je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Ensuite, après, c'est que là où on doit se détacher de l'image qu'on a, c'est qu'en fait, souvent, quand il arrive des drames, c'est que les espaces sont mal conçus. Dans un espace, par exemple, où on a beaucoup de gens qui doivent sortir, s'il y a un rétrécissement, par exemple, dans un grand corridor, ben là, ça va coincer. Et là, il pourrait arriver un moment où la densité étant tellement grande, bien, ça va faire ce qu'on appelle soit des tremblements de foule ou des choses comme ça. C'est-à-dire que les gens sont tellement tassés les uns sur les autres qu'ils ne sont plus maîtres de leur mouvement, si on veut. Et là, il y a des choses qui s'opèrent et qui font en sorte que là, ça devient dramatique. Parce que ça arrive quand même. On veut pas, dans l'expo, on ne dit pas qu'il n'y a pas de drame qui arrive dans les foules. Madame Lantagne, pendant qu'on se parle, Madame Lantagne, on voit à l'écran, pour ceux qui nous écoutent à la télévision, on voit les fameuses images de la Mecque où il y a une quantité phénoménale. Là. C'est d'une densité, c'est comme du sable tellement qu'il y a des individus dans cette pièce-là. C'est déjà arrivé qu'il y a eu des problèmes, peut-être pas spécifiquement à cet endroit-là, mais tout est dans la planification de l'espace. Absolument. Et ça fait, oui, il y a eu des drames à la Mecque, entre autres. Il y en a eu dans des stades de football et tout ça. Et c'est toujours une question de mauvaise gestion à la fois de l'espace et du nombre de personnes qui peuvent entrer dans l'espace. Et là, les gens se retrouvent, dans le fond, prisonniers de cette structure-là et ne peuvent plus, des fois, en sortir. Alors, on donne des conseils aussi dans l'expo pour aider les gens s'ils se retrouvent dans des foules un peu qui leur semblent un peu dangereuses. Parce que c'est important de savoir aussi qu'on doit ne pas crier, perdre son air, on doit se protéger les poumons, etc., etc. Ben, vous y avez fait allusion, d'ailleurs, c'est quand même un peu paradoxal. On va avoir soi-même un sentiment d'être dans une foule en allant voir cette exposition-là à Québec, au Musée de la Civilisation. Dites-moi, côté pratico-pratique, donc l'exposition, c'est tous les jours. La tarification inclut, j'imagine, certains rabais pour des gens qui ont des cartes, par exemple, du Musée des Beaux-Arts. Est-ce qu'il y a encore cette journée gratuite chaque mois?
Oui, le premier dimanche de chaque mois, c'est effectivement encore gratuit. Donc, les gens peuvent venir. Ça va nous faire plaisir. L'expo est ouverte on a une longue période de présentation jusqu'en août 2026. Et puis, on a une surprise dans l'expo que je ne peux pas vous révéler. Oh. Et d'ailleurs, on demande aux gens qui viennent nous voir de garder la surprise pour Vous en demandez beaucoup, là. Oui. Puis il y a plusieurs expositions aussi. Il y a il y a une exposition sur la lutte, le Québec dans l'arène, qui est déjà en cours, si je ne me trompe pas, qui est très intéressante. Oui. Il y a Curieux objets, sciences étonnantes. Bon, les foules, on en a parlé. Le Québec, autrement dit, c'est une exposition à saveur environnementale, j'imagine? Non, c'est en fait la nouvelle grande exposition qui porte sur le Québec. Donc, c'est vraiment une grande expo qui parle de l'histoire du Québec, des rencontres qui ont eu lieu dans le Québec depuis les premières rencontres avec les Autochtones jusqu'à aujourd'hui, toutes les rencontres qu'on peut avoir dans la société. Donc, voilà. Et aussi une exposition bien particulière sur le son du rap Keb. Ça, c'est très intéressant, très différent. Je vous remercie beaucoup, Mme Lantin, de travailler à cette programmation-là. Puis on invite les gens, évidemment, à aller voir la belle grande ville de Québec et ses merveilleux monuments et ses musées. Merci beaucoup, Mme Lantin, directrice, donc chargée de projet au Musée de la Civilisation. Bonne journée et joyeuses fêtes. Au revoir.